À la une ce soir, 1,5 tonne de cocaïne saisie en mer la semaine dernière. Il s'agit de la plus grosse prise de ces 3 dernières années. 2 individus qui ont tenté d'incendier leur embarcation pour échapper aux douaniers ont été interpellés. Alerte au chancre citrique sur nos agrumes. Plusieurs communes du nord de la Martinique sont déjà impactées. La maladie, qui n'aurait aucun effet sur l'homme, pourrait lourdement bouleverser nos productions locales. J-5 avant le coup d'envoi de la 34e édition du Tour des Yoles Rondes de Martinique. Plus de 100 000 spectateurs devraient encourager les coursiers sur l'eau et à terre. Le parcours modifié à cause des sargasses devrait réserver quelques surprises dans le classement cette année. Enfin, retour en fête pour le jeune Greg Tanik, champion de France junior de karting. Un chaleureux comité d'accueil l'attendait dès sa sortie de l'avion cet après-midi. Déjà champion de France cadet l'an dernier, il continue de faire honneur à la Martinique. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons avec la plus grosse saisie de cocaïne de ces 3 dernières années. 1,5 tonne interceptée en mer la semaine dernière, 2 ressortissants canadiens interpellés, 2 hommes qui avaient volontairement incendié leur bateau pour tenter d'échapper aux douaniers et gardes-côtes. Une opération spectaculaire qui a été détaillée en conférence de presse à la préfecture ce matin. Voyez ce reportage de Loïc Régis. 1,5 tonne de cocaïne, c'est la meilleure saisie en mer effectuée ces 3 dernières années. Avant d'intercepter le navire et ses 2 occupants, les douaniers ont dû maîtriser l'incendie volontairement provoqué par les suspects pour tenter de détruire la cargaison illicite. En fait, la difficulté, c'était l'interception, le feu, pouvoir monter à bord d'un bateau qui vient de brûler. Toute la partie supérieure du pont était complètement ravagée. L'intérieur, il y avait des fumées, tout était noir. Et fort heureusement, j'allais dire, cette marchandise n'était pas dissimulée. Elle était de chaque répartie, de chaque côté du bateau. Les 2 suspects d'origine canadienne sont âgés d'une 50aine d'années. Ils remontaient les Antilles pour se diriger vers l'Amérique du Nord. Ils sont pour l'instant inconnus des services français. Une fois qu'ils ont été récupérés et donc remis pour ma part dans la nuit de vendredi à samedi quand on les a placés en garde à vue, remis par les gardes-côtes et la Marine nationale, sont des gens très calmes, très courtois, qui ne sont pas très coopératifs par contre dans les détails et bien sûr et les renseignements qu'ils vont nous donner. Ils reconnaissent leur participation mais sans plus. L'objectif pour les enquêteurs est maintenant de remonter la filière. Mais comme souvent dans ce type d'affaires, il est difficile d'obtenir des informations. Il peut y avoir des accords judiciaires dans tous les pays. La difficulté, c'est qu'avant de mettre en œuvre un accord judiciaire, il faut qu'on puisse remonter une piste qui nous amène vers ce pays. Et pour le moment, les pistes sont assez ténues vers l'Amérique du Sud en tout cas. Les prises importantes sont en augmentation au large de la Martinique. Selon le préfet, les moyens de lutte contre le trafic de stupéfiants s'avèrent de plus en plus efficaces. On a des informations sur les zones de production sud-américaines qui montrent qu'il y a une augmentation de la production. Mais également, ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons un peu adapté nos méthodes d'intervention en mer. C'est compliqué d'intervenir en mer. Il y a beaucoup de services qui interviennent, des moyens importants. Et ce que je remarque, c'est que ces dernières semaines, nous sommes parvenus à faire 4 affaires importantes. Cette dernière est majeure. C'est la preuve que nous savons adapter nos méthodes pour répondre aux trafiquants. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 350 millions d'euros. Les 2 hommes interpellés encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis le début de l'année, ce sont 3,7 tonnes de drogue qui ont été saisies en mer. Parlons maintenant d'une maladie qui frappe nos agrumes depuis quelques années. Le chancre citrique a été détecté une nouvelle fois en Martinique, particulièrement dans le nord de l'île. Une affection des oranges et citrons qui n'a pas de conséquences pour les consommateurs, mais qui pourrait à terme mettre en péril toute la production de l'île. Voyez ce reportage de Céline Chalonneau. Les taches circulaires brunâtres sur les feuilles et l'aspect de certains citrons de son jardin avaient déjà interpellé Marius. Des signes caractéristiques d'une infestation au chancre citrique. Alors, aujourd'hui, sécateur en main, il est bien décidé à prendre à bras le corps la lutte contre le parasite. Maintenant, on dit qu'une maladie a laissé agrumes là, a laissé citron, a laissé oranges là. Donc, je vais commencer à couper toutes ces feuilles jaunes de façon à prévenir la maladie. Par contre, mais comme il y a des petites feuilles jaunes, je vais commencer à tirer toutes de façon à régler le problème. Ça ne va pas faire bon pour autant. Si puis voir un bagage, il faut qu'on fasse un bagage et puis nous traiter, nous faire ça nous paye.
Face à l'invasion la semaine dernière, la préfecture a mis en place un plan régional de lutte contre la bactérie qui infecte principalement les agrumes. Le chancre citrique se propage par l'action combinée du vent et de la pluie. En Martinique, 5 communes sont contaminées, principalement dans le nord. Les maraîchers s'inquiètent déjà pour l'avenir de la filière. Dans cette maladie-là, c'est sûr qu'on risque justement une disparition, je dirais, totale de tout ce qui est citron, orange et tout ce qui est agrumes. Donc, face à ça, je répète qu'on a été quand même assez bien encadré, mais au niveau, je dirais, rentabilité, puisque si jamais aujourd'hui on nous dit d'arracher, mais il n'y a pas de fonds nécessaires justement pour pallier à ce manque qu'on a si jamais on est affecté à cette maladie. Donc aujourd'hui, l'agriculteur est encore seul face à ces genres de problématiques. Le chancre citrique est sans doute apparu après l'introduction non autorisée de plants d'agrumes en Martinique. Aujourd'hui, aucun traitement n'existe. Pour protéger la production locale, il faut donc surveiller les arbres et à la moindre suspicion de symptômes, prévenir les autorités compétentes. De nouvelles habitudes doivent également être adoptées pour limiter la propagation. Éviter de circuler en temps de pluie dans le verger. Désinfecter ses outils de taille, ses outils de récolte, son matériel, ses vêtements, etc. Éviter certaines pratiques comme les boutures et le marcottage. Éviter de ramener du matériel végétal d'autres exploitations dont on ne connaît pas l'état d'infestation. Si les fruits contaminés présentent un aspect peu ragoûtant, ils restent, selon les experts, sans danger pour les consommateurs. Plus que 5 jours avant le coup d'envoi de la 34e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes, une compétition présentée ce matin par la fédération qui attend plus de 100 000 spectateurs sur les 8 étapes au programme. Cette année, vous le savez, le parcours a été modifié et se concentre sur la côte Caraïbe, ce qui pourrait réserver quelques surprises. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. 8 jours pour faire vivre la passion des Yoles Rondes. Du 29 juillet au 5 août, au total, 16 équipages vont s'affronter sur l'eau. Principale nouveauté cette année, le parcours. Photo Sargasse, les étapes vont exclusivement se jouer sur la côte Caraïbe. Ainsi, le prêcheur, qui au départ ne recevait qu'une étape, en accueillera 2. Shelcher, quant à elle, n'était pas concernée cette année par la compétition. 3 étapes vont finalement transiter sur son territoire. Un tour, ou du moins une moitié de tour, qui suscite des avis partagés. Ça va permettre à tout le monde de repartir sur des bases où il n'y a pas de repères pour tous. Après, effectivement, ce sera moins intéressant qu'un tour habituel où on avait nos passages habituels difficiles comme la table du diable ou la caravelle. Après, on a des choses pour compenser parce que l'étape où on fait la perle sera tout aussi intéressante. Au lieu de 7 étapes, on a 8 étapes. Donc, c'est à nous de bien faire et de se battre à fond pour emporter ce tour. Ça sera plus technique. Donc, c'est à nous de se mettre en axe pour être dans le bon wagon. À elle seule, la sécurité représente 262 000 €, soit 30% du budget. Sur terre comme en mer, la réglementation est drastique. Sur chaque étape, les villes seront quadrillées dès 6h30 du matin. Il y a à peu près une trentaine d'agents de sécurité mobilisés chaque jour. Environ 200 gendarmes, un peu moins, mais chaque jour également, presque autant en police. En vogue lors du Tour des Yoles, les drones font aussi l'objet de toutes les attentions. Car déjà l'an dernier, un drone avait accroché un hélicoptère. Ceux qui voudront survoler la compétition devront obligatoirement s'adresser à la fédération, pour avoir une autorisation, mais déjà être en règle avec les conditions qu'impose ce genre d'activité-là. Nous avons 4 organismes qui ont l'accréditation pour pouvoir survoler l'espace, avec bien sûr une zone définie pour l'atterrissage et le décollage des appareils sur chaque ville. 8 étapes vont permettre aux équipages de tenter de remporter cette 34e édition. Pour la Fédération des Yoles Rondes, la modification du parcours n'enlève rien aux palpitants de la compétition. Nous avons adapté justement le parcours de façon à ce qu'il y ait toujours 3 heures de compétition. Donc c'est un peu l'innovation en passant de ce côté, mais toutes les autres étapes que nous avons mis en place cette année, eh bien, nous avons l'habitude de les faire. Aller faire le trou du Rocher du Diamant pour revenir aux Anses d'Arlé, particulièrement pour cette année, cette grande descente en sortant du Marin pour revenir aux Anses d'Arlé, ça aussi c'est un
petit peu... Alors, ce qu'il y a d'innovant, c'est que nous allons naviguer dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est un petit peu ce qui va donner du piment à la compétition, parce qu'on aura peut-être beaucoup plus de tactique. Malgré un tour réduit cette année, les organisateurs promettent du beau spectacle. Rendez-vous ce dimanche pour les premiers coups de pagaie entre Schœlcher et Le Prêcheur. Et l'invasion des sargasses, qui est à l'origine de la modification du parcours du Tour, pourrait être maîtrisée prochainement. Un plan d'action a été présenté ce matin par les membres du CESEM, Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation à la CTM. Il s'agit d'une coopération entre les pays membres de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale et les Nations Unies. Voyez les précisions recueillies par Céline Chalonneau. On sait que depuis 2011, le problème est apparu et malheureusement, on n'a toujours pas de la solution miracle. Mais en même temps, il faut prendre la mesure de ce qui existe, parce qu'il existe des solutions dans d'autres pays, pour l'instant, solutions qu'on connaît ou dont on entend parler, mais dont on ne connaît pas vraiment la teneur, la finesse. Et donc là, l'idée, c'est véritablement d'essayer de rentrer un peu dans le détail de ce qui existe pour ensuite faire des choix les plus pertinents possibles. Ce sera peut-être une méthode plus efficace, voir qu'est-ce qui se passe autour et voir qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce qu'il y a de meilleur autour de nous, et peut-être même aller jusqu'à solliciter l'aide de l'ONU, puisque nous pouvons obtenir des aides au moins diplomatiques par ce canal-là. La problématique sargasse n'est pas qu'une problématique martinique. C'est une problématique de l'ensemble atlantique, même pas de l'ensemble caribéen, de l'ensemble atlantique, puisqu'a priori les sargasses viennent aussi bien d'Afrique que du Brésil. Loger les étudiants martiniquais en France, c'est le nom d'une opération lancée par la CTM pour faciliter la vie des étudiants. Une convention a été signée entre Alfred Marie-Jeanne et un bailleur social de l'Hexagone afin de favoriser l'accès au logement sur place. Plusieurs villes sont concernées, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, le Grand Est, le Grand Sud, pour 15 places au total. Et pour en parler, nous recevons Diane Montrose, administrateur de la SMHLN et représentante de la CTM. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, premièrement, expliquez-nous concrètement le but de ce partenariat fixé entre la CTM et le bailleur social de l'Hexagone. Alors, le but du partenariat est très simple. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons 2500 étudiants qui partent chaque année pour poursuivre leurs études, en particulier sur la France hexagonale. Nous savons les difficultés que les étudiants, et en particulier les parents, rencontrent, puisque la distance ne leur permet pas souvent d'aller sur place et de visiter ces logements. Aujourd'hui, les démarches et les tracasseries administratives sont parfois nombreuses. On a du mal à trouver des logements parce qu'il y a quand même pénurie. Donc l'idée était de faciliter l'accès au logement social pour les étudiants martiniquais qui partent faire leurs études sur la France hexagonale. C'est un partenariat que nous avons eu avec donc le partenaire Vilogia, grâce à la SMHLM. Ça n'était pas évident au départ. Oui, on imagine, puisque les places en logement social sont très compliquées. Voilà, c'est compliqué d'une part, et puis il fallait trouver un partenaire national qui puisse rayonner sur l'ensemble de la France. La première fois, lorsque nous sommes allés au congrès de l'CHUM avec le directeur Jean-Marc Henry de la SMHLM, nous avons trouvé des partenaires basés soit sur l'Île-de-France, soit à Lyon, soit à Bordeaux. Nous ne trouvions pas un partenaire qui rayonnait sur l'ensemble du territoire. Et c'est lors du congrès de 2017 que nous avons pu conclure ce partenariat sous la houlette de la CTM et que le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, a pu matérialiser cette signature. Donc il s'agit de réserver un certain nombre de logements pour nos étudiants. L'interlocuteur privilégié, la porte d'entrée et la SMHLM, dont les parents n'ont pas à se déplacer, n'ont pas à aller se soucier de visiter. Donc toutes les démarches administratives se font en Martinique. La SMHLM reçoit les pièces et est en contact direct avec Vilogia, à qui nous transmettons les dossiers et qui, au fil de l'eau, aujourd'hui, nous donne satisfaction pour l'ensemble des étudiants. Alors, 15 logements au total sont concernés, ce qui semble peu compte tenu du nombre d'étudiants martiniquais qui souhaitent partir dans l'Hexagone. Comment opérez-vous cette sélection des privilégiés finalement? Alors c'est peu parce que c'est la première année, mais c'est la première édition avec quelque chose d'évolutif puisque la Convention prévoit
un nombre de logements qui va évoluer chaque année. Donc, dès la rentrée prochaine, nous en aurons davantage. Et puis, c'est un partenariat que nous allons étendre avec aussi les autres bailleurs sociaux qui, par leur composition, par leur actionnariat, rayonnent déjà sur le plan national. Donc, développer aujourd'hui, construire ensemble, construire avec nos partenaires et développer des partenariats avec les autres bailleurs, Ozanam et également Simar. On espère qu'on pourra étendre cette expérience pour qu'on ait beaucoup plus de logements. Donc, c'est vrai que compte tenu du petit nombre cette année, ce sont essentiellement les locataires, les enfants de locataires de la SMHLM qui ont bénéficié de ce dispositif. Ils sont déjà tous sélectionnés? Ils sont pour la plupart sélectionnés. Il reste encore des places. Lors de cet atelier de formation, ils étaient déjà 14 à être là. Donc, il y a certainement un volant supplémentaire qui pourrait être accordé, c'est à voir avec Vilogia en fonction des confirmations. Et ce qui est intéressant, c'est que la SMHLM propose également à ses étudiants de suivre des ateliers grâce au CLAGE de préparation. Justement, c'était ma question suivante. En quoi consiste cet atelier? Eh bien, il s'agit d'ateliers de préparation pour les aider à construire leur budget, à savoir quelles sont les démarches administratives qu'ils doivent aujourd'hui faire une fois qu'ils arrivent là-bas, connaître les associations relais. Et puis, ce qui est intéressant avec ce partenariat entre le CLAGE et la SMHLM, eh bien, c'est de suivre ces étudiants tout au long de leur parcours. Le CLAGE appartenant à un réseau national, donc quelles que soient les villes où les étudiants seront basés, ils auront un interlocuteur d'un CLAGE, soit à Lyon, soit à Bordeaux, soit à Paris, là où ils seront, et ils vont rester en contact, avoir un suivi, avoir une écoute, en tout cas pendant tout le long de leur parcours. Alors justement, Alfred Marie-Jeanne, dans son discours, disait hier, on vous suit, vous avez une obligation quasiment de réussir. Est-ce qu'il y aura un suivi pour les études? Bien évidemment, enfin, le président de l'exécutif a insisté beaucoup hier et dans la feuille de route qui m'avait été donnée, les choses étaient claires. Il y avait déjà de nombreuses expériences qui avaient été tentées, notamment par la Guadeloupe et qui n'avaient pas réussi. Donc il s'agit surtout de s'assurer de ne pas lâcher ces étudiants comme ça. Donc nous les suivrons en particulier parce qu'ils ont quand même le rôle d'être nos ambassadeurs. Ce sont les premiers et ce sont eux qui feront effectivement que ce projet puisse continuer, s'étendre, se développer. C'est la réussite de ce partenariat, de cette première édition, qui fera que de nombreux autres étudiants martiniquais pourront bénéficier d'un tel dispositif. Très bien. Donc, vous avez deux casquettes. Ce soir, on rappelle que vous êtes également vice-présidente de la commission sport à la CTM. Donc, c'est vous qui vous penchez sur les dossiers de subvention pour les manifestations sportives. Combien ont été alloués pour le Tour d'Aïol qu'on a vu tout à l'heure et la Mercury Beach qui aura lieu le 28 juillet prochain? Alors, s'agissant du Tour d'Aïol, nous avons une délibération ce dossier a déjà fait l'objet d'un passage en plénière. Donc, c'est 300 000 € que la collectivité territoriale aujourd'hui propose pour le Tour d'Aïol, décomposé en 220 000 € pour l'organisation du Tour, 50 000 € sur l'aspect communication et 30 000 € qui sont fléchés pour la participation de la collectivité territoriale pour la récompense des associations de yoleurs qui participent à ce Tour d'Aïol. Très bien. Et la Mercury? Bien, la Mercury n'a pas fait l'objet, pour l'instant, de dossiers présentés en plénière, n'a pas fait non plus l'objet de dossiers qui soient présentés en commission politique des sports. Donc, ce dont je peux vous parler, c'est ce qui aujourd'hui a déjà fait l'objet d'une étude, préalablement en général par la commission des sports, parce que c'est ça le circuit, et puis ensuite, effectivement, en plénière pour une validation avec l'ensemble de l'Assemblée. Parce que justement, pour la Mercury, il y a eu quelques polémiques, je suppose que vous avez suivi sur les réseaux sociaux, où on disait une manifestation qui a pour vocation de faire la promotion d'une marque de moteur de bateau, est-ce qu'elle aurait eu droit, s'ils avaient présenté ce dossier, est-ce qu'elle aurait eu droit à ce dossier de subvention, à cette aide? Je pense que là, il faut bien maîtriser les circuits. Il y a des dossiers qui, effectivement, sont proposés, font l'objet d'une étude en conseil exécutif. Ces dossiers, ensuite, vont dans les commissions sectorielles. Donc, quand il s'agit de sport, dans la commission sport. Et puis ensuite, les commissions se prononcent et donnent un avis. Et ensuite, ils sont effectivement
présentée en assemblée plénière. Et donc, on ne peut acter une décision que lorsque, effectivement, elle est passée en assemblée plénière. Et pour le cas dont vous venez de me citer, ça n'est pas encore d'actualité. Alors, pour finir, on va parler du jeune Greg Tanik. On va regarder en image qui est arrivé cet après-midi à l'aéroport Aimé Césaire. Il a reçu dès sa sortie de l'avion, il a été reçu dès sa sortie de l'avion par un comité d'accueil composé de sa famille, de ses camarades de la MEP, très fier de son titre de champion de France junior de karting. Il avait déjà été sacré champion de France cadet l'année dernière et ce nouveau titre fait de lui un espoir dans la discipline. Je vous propose tout de suite de regarder les réactions recueillies par Loïc Régis. C'est très difficile parce que comme tout le monde, c'est le même matériel. Donc après, pour les temps, c'est très serré, c'est au millième près. Et quand il y a même des fois où quand quelqu'un fait un temps, c'est juste 1 centième et il gagne, mais c'est vraiment très peu. Ça fait du bien, ça fait que les efforts sont récompensés. Et que quand on part en France, c'est pour bien représenter la Martinique. C'est une fierté pour nous parce qu'il a vraiment bien représenté la Martinique ce week-end en gagnant la course. Et puis finalement, le championnat qui se jouait donc sur 5 courses, mais en gagnant la dernière, il a remporté le championnat de France junior. Alors, c'est un jeune que vous connaissez bien, vous le suivez d'ailleurs depuis à peu près une dizaine d'années. Oui. Que pensez-vous de ce titre, ce nouveau titre qu'il vient d'avoir? Eh bien, Greg Tanik, c'est un jeune sportif brillant. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'il exerce dans le kart, avec une progression constante, puisqu'en 2004, il était déjà vice-champion en mini-kart, en 2014 du moins. En 2015, il avait obtenu la 9e place au championnat de France. 2016, il était à la 5e place. Et puis 2017, champion de France cadet. Et puis 2018, maintenant champion de France junior. C'est un jeune rempli d'humilité, de simplicité, qui aujourd'hui persévère. Il faut saluer l'engagement de ses parents à ses côtés, donc Harry Tanik et Marie-Vlise Etilé. C'est un jeune que la commission politique des sports suit, particulièrement le président de la politique des sports, M. Marius Narciso, a eu l'occasion plusieurs fois de se déplacer, d'aller le voir lors de ses entraînements, de ses compétitions. Et c'est un jeune que la collectivité territoriale de Martinique aussi soutient. C'est un vrai ambassadeur. Je crois que nous avons là une pépite. Donc effectivement, il est suivi et soutenu par la collectivité financièrement, puisque nous l'avons accompagné au fur et à mesure de ses besoins. En 2016, il a effectivement obtenu une subvention de 6 500 €. En 2017, il a obtenu une subvention de 15 000 €, puisqu'en fonction de ses besoins, en fonction de ses participations aux compétitions, eh bien, la collectivité veille à être attentive, à être là pour lui. Et la commission politique des sports a déjà étudié au mois de juin son dossier 2018. Donc c'est un jeune que nous suivons particulièrement, comme l'ensemble de nos sportifs, parce que nous avons véritablement une richesse. Ce sont des ambassadeurs pour notre territoire et nous devons les soutenir. Il y en a de nombreux. Un jeune que j'imagine que vous êtes fiers de soutenir. Eh bien, on est très fiers. Il a 14 ans, 2 fois déjà champion de France. Oui. Je crois que la Martinique peut être fière de ce jeune. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Allez, on reste tout près de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène à Saint-Pierre avec un retour sur une exposition que nous vous présentions en mars dernier. Il s'agit des œuvres de l'artiste multifacette Olivier Fonteau, des tableaux figuratifs inspirés de la culture maya que je vous propose de redécouvrir ce soir. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Jusqu'à maintenant, je ne connaissais pas l'artiste Olivier Fonteau, mais alors, il faut voir ses œuvres, toutes ses formes, avec déjà le travail réalisé avec du sable, le sable de la région, ça a toute son importance. Un artiste spirituel, quelqu'un qui voyage dans les galaxies. Voici Olivier Fonteau, artiste, photographe, réalisateur, un homme qui a pris le pari d'établir un pont culturel entre le Guatemala et la Martinique. Moi, je peins en fait l'espace entre le rêve et la matière. Je peins ce qui n'a pas de forme. Donc en fait, mes tableaux sont toujours empreints à la fois de figuratif, ou à la fois aussi du portrait, ce que j'appelle le portrait cosmique de l'être humain.
Très inspirées de la culture maya, ces œuvres révèlent une histoire qui se construit selon la sensibilité de celle ou celui qui les regarde. L'art des nuages et des galaxies, c'est le titre de l'expo. Ma peinture est composée en fait de plusieurs, on va dire, courants des grandes civilisations. On peut retrouver l'esprit de la civilisation indienne aussi, mais les plus marquants en fait sont à la fois des traits dans certains personnages que je fais qui sont des traits de culture africaine et des traits de dessin maya. Donc moi je fais référence à cette zone de la Mésoamérique aussi parce que je me sens très proche de cette zone et donc des Mayas. Et donc effectivement j'étudie leur culture et ma peinture est un témoignage à la fois d'un syncrétisme entre la peinture orientale, occidentale, africaine et maya. Mes premiers amours, c'est justement la peinture et la sculpture. Souvent ici on m'a pris pour un photographe, donc voilà, qui faisait de la photo, alors que mon vrai amour c'est la peinture. Et c'est une expression en fait qui me permet d'aller beaucoup plus loin que la photographie. Le musée éphémère d'art contemporain d'Olivier Gentot, il vaut absolument le détour. Vous le voyez, c'est dans ce cadre merveilleux de la baie de Saint-Pierre, des tableaux qui respirent tout simplement la vie. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don, derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. 1,5 tonne de cocaïne saisie en mer la semaine dernière. Il s'agit de la plus grosse prise de ces 3 dernières années. 2 individus qui ont tenté d'incendier leur embarcation pour échapper aux douaniers ont été interpellés. Alerte au chancre citrique sur nos agrumes. Plusieurs communes du nord de la Martinique sont déjà impactées. La maladie, qui n'aurait aucun effet sur l'homme, pourrait lourdement bouleverser nos productions locales. J-5 avant le coup d'envoi de la 34e édition du Tour des Yoles Rondes de Martinique. Plus de 100 000 spectateurs devraient encourager les coursiers sur l'eau et à terre. Le parcours modifié à cause des sargasses devrait réserver quelques surprises dans le classement cette année. Enfin, retour en fête pour le jeune Greg Tanik, champion de France junior de karting. Un chaleureux comité d'accueil l'attendait dès sa sortie de l'avion cet après-midi. Déjà champion de France cadet l'an dernier, il continue de faire honneur à la Martinique. Restez sur ATV. Retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale présentée par nos confrères de BFM TV, suivie à 19h55 du tirage de l'euro-million. Et enfin à 20h, le téléfilm Faux Semblant. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.